Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béron Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. 1 dollar vaut 2864,3 540 francs congolais. 1 euro équivaut à 3304,2 722 francs congolais. 1 franc CFA égale à 5,0373 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 159,4 251 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2875 francs congolais, 1 euro équivaut à 2991 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère baisse. Elle coûte 9 820,50 dollars américains contre 9 854 dollars américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une légère hausse. Il coûte 33 331,79 dollars américains contre 33 331 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 376,50 dollars américains contre 3 343,48 dollars américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 73,57 dollars américains contre 68 dollars américains la semaine passée. Une tonne de cacao est vendue à partir de 9 943 dollars américains contre 9 602 dollars américains la semaine passée. Merci Béron. Maintenant on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une province potentiellement riche qui est située dans le nord-est de la République démocratique du Congo, mais son développement se fait à pas de tortue. Comment expliquer cette réalité? Jeudi Économie reçoit pour vous le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Monsieur Jean Bakomito, bonjour. Bonjour. Jeudi Économie, vous avez déjà reçu une fois, vous n'étiez pas encore gouverneur. Aujourd'hui, vous avez la casquette de gouverneur, chef d'exécutif provincial. Comment vous êtes arrivé là? C'est une longue histoire, mais c'est les fruits du travail. Il faut le dire avec toute modestie. C'est depuis 2005 que j'ai rejoint le monde politique. Pour arriver gouverneur, j'ai eu également l'appui de ma famille politique, l'Union Sacrée, et surtout du président de la République. Après être passé aux affaires étrangères, à la défense, à l'économie, au commerce extérieur, en province comme directeur de cabinet adjoint, au Sénat, président de la PAJ, à la Commission nationale OADA comme rapporteur. Donc c'est un long chemin et qui a fini par me conduire comme député national, député provincial. Et voilà, j'ai eu la confiance du président de la République. C'est le privilège d'être porté par notre famille politique, l'Union Sacrée. Et voilà que j'ai été élu par les députés provinciaux, à qui j'ai dit merci d'ailleurs, comme gouverneur de la province du Haut-Uélé. Et il faut le dire également que lors de la dernière élection de 2023, mon parti Action pour les renouvellements et le développement du Congo a eu ces privilèges d'avoir 7 élus nationaux. Donc, et j'ai eu des députés provinciaux, j'ai un ministre provincial dans la Chopo, et des députés provinciaux, et dans le Haut-Uélé, j'ai eu pratiquement 40% de l'ensemble de tous les élus, 11 conseillers municipaux sur les 21. Donc j'ai autour de
21 lits dans la province du Haut-Uélé. Voilà qui justifie que j'ai bénéficié de la confiance des autres élus qui se sont joints à nous, de notre famille politique, qui se sont joints aux nôtres, parce que nous en avions 6 à l'Assemblée sur les 18 élus. Bien sûr qu'on a 2 cooptés sur les 20, et donc les autres élus des autres formations politiques se sont joints à nous pour que nous formions ensemble cette coalition qui dirige aujourd'hui la province du Haut-Uélé. Parlons justement de la situation économique de votre province. Vous arrivez dans votre province, le Haut-Uélé, la situation économique n'était pas reluisante. Quelle évaluation vous avez fait de la situation économique de votre province à votre arrivée? Bon, j'ai trouvé une économie totalement tournée vers les activités minières, avec la société Kibali Gold, la seule d'ailleurs en tête, mais également les sociétés chinoises aux côtés des coopératives congolaises qui exploitent également à grande échelle, et une économie qui n'était pas diversifiée et qui ne l'est pas aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, l'agriculture doit reprendre sa place, parce que le Haut-Uélé à l'époque a fait son nom grâce à l'agriculture. C'était la capitale de l'or vert. On a compris que le secteur minier pouvait tirer le secteur agricole. Et cette agriculture que nous voulons ici rentre dans le cadre de la vision du président de la République pour avoir cette revanche du sol sur le sous-sol. Et nous avons commencé par légèrement pépinière autour de la ville d'Issiro, pour les champs pilotes de la province, parce que la province va elle-même donner l'exemple, mais également elle va aller dans toutes les entités territoriales décentralisées. Nous voulons assez que dans chaque ETD, nous en avons 45 chefferies et secteurs, qui est plus ou moins 150 hectares. Et quand vous multipliez 150 fois 400, fois 45, plus c'est que nous faisons à peu près 1500 hectares, nous aurons autour de 6000 hectares pendant 2 ou 3 ans, ce qui va nous mettre en bonne position dans les 3-4 années qui viennent, et le Haut-Uélé pourra enfin reprendre sa place. Vous verrez que ce que nous allons gagner dans les 3 ans, 4 ans dans le secteur agricole va dépasser le 900 000 ou 1 million de dollars que nous attendons tous les mois chez Kibali, qui ne représente pas aussi grand-chose par rapport aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés. Quels sont les produits agricoles qui peuvent renflouer les caisses de la province? Nous avons commencé par les cultures pérennes, café et cacao. Vous savez qu'aujourd'hui, les cacao vaut mieux que l'or. Absolument. 9 000 $, la tonne. Et donc, nous avons commencé par les cacao. D'ailleurs, nous sommes déjà pour les champs pilotes de la province. On a déjà même commencé à préparer les champs, et donc nous sommes déjà à pied d'œuvre. Donc, bref, pour dire que nous avons d'abord choisi les cacao et les cafés comme première culture à planter. Nous avons un germoir de plus ou moins 1000 hectares de café déjà disponibles, 200 et quelques de cacao. Je crois que lors du dernier passage du ministre du Développement rural, Moïdo Nzangi, dans le Haut-Uélé, nous avons visité ensemble, et nous avons fait pas le tour de la province, mais nous avons fait l'est de la province, le territoire de Ouacha et Faradje, pour voir aussi ensemble comment relancer les routes des dessertes agricoles, parce que ça doit aller de pair. Bref, nous avons une économie qui était tournée vers l'or. Et maintenant, nous travaillons pour que cette économie soit diversifiée. Qui finance ce projet agricole? La province elle-même. Nous nous battons pour combien de dollars américains? C'est un projet qui va nous coûter, pour relancer l'agriculture, pas moins de 6 millions en 2 ans, 3 ans. Il nous faut au moins 3 millions l'an. Donc, en 3 ans, il faut dans le 9 millions. C'est une relance de l'agriculture en utilisant, bien sûr, pas simplement l'État lui-même, mais également les coopératives. Les opérateurs économiques, quelle est leur place dans ce que vous faites? Oui, nous les avons associés. Nous avons associé la société civile, les autorités coutumières. Je parlais maintenant des ZTD, chefferies et secteurs. Nous avons commencé à travailler avec les églises, mais également les opérateurs économiques qui doivent d'abord comprendre. Nous essayons de les pousser, parce que depuis 1990, les gens ont abandonné les cafés et tout ça. Les opérateurs économiques sont plus, même pas d'alors, ils sont un peu plus chez nous dans des achats-ventes. Mais maintenant, nous essayons de travailler. Pourquoi?
parce que en réhabilitant les routes, nous en faisons aujourd'hui 7. Les routes nationales, vous avez ici Roacha, il y a Aba, Soudan du Sud, la frontière, Aba, en venant par ici, il y a la RP 426, il y a la route des desserts agricoles ici Ronesu, Mungwere Betongwe, ici Rwamba. Nous sommes plus ou moins sur 7 chantiers des routes que nous faisons. Mais nous ne donnons rien. En contrepartie, lorsqu'on nous amène des marchandises, on nous amène des histoires qui viennent essentiellement de l'Ouganda, de Nairobi et peut-être de l'Est de Dubaï, mais nous n'avons rien à donner. Et donc, même quand nous arrangeons nos routes, nous les réhabilitons, nous les construisons, mais les prix ne baissent vraiment pas trop. Pourquoi? Parce que nous ne donnons rien. Nous n'avons rien à donner. Les camions rentrent vides. C'est là pour conséquence que les opérateurs, les transporteurs doivent également facturer les retours de leurs camions, carburant, tout ça, et toutes les charges. Mais si demain nous sommes en mesure de donner du café et tout ça, ce serait une bonne chose. Surtout que nous avons commencé par les cultures des souverainetés, c'est-à-dire que on va nous amener des devises. Nous allons également garder des devises. Mais pour l'instant, nous donnons tout vers l'extérieur. Tout ce qu'on a, nous les donnons. L'économie est extravertie. L'économie est totalement extravertie et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir. Surtout que j'ai dit tout à l'heure, nous ne dépendons que des Kibali. C'est la seule source sûre de financement. À part les taxes que nous essayons de collecter, les défis du Haut-Tout et les maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec plus ou moins 4 millions de personnes et autant de kilomètres à réhabiliter des routes, manque d'hôpitaux. On a trouvé il n'y avait presque pas d'école. À part ça, les PDL 45 territoires, merci au président de la République, mais il y a presque pas d'école, pas d'hôpitaux, 0 kilomètre d'asphalte. Nous avons été dans une situation difficile. Nous sommes en train petit à petit de pouvoir en sortir grâce à une politique rigoureuse de gestion et des sacrifices qu'il faut faire pour essayer de remonter la pente en essayant de remettre les gens dans l'agriculture, mais en essayant également de moderniser nos infrastructures. Nous construisons donc la prison centrale du Siro. Nous avons commencé l'asphalte dans la ville avec le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, plus ou moins de 14 mètres de largeur, et nous essayons de travailler sur les routes des desserts agricoles, les routes nationales et les routes provinciales, et tout ça permettra à ce que le Haut-Touélé devienne une destination encore un peu plus sûre et faciliter dans les jours, le mois qui viennent des échanges commerciaux qui tiennent compte de ce que nous donnons et de ce que nous recevons. Mais vous parlez justement de la société Kibali Goldman. C'est donc la principale source de recettes de la province. Bien sûr. C'est à hauteur de combien ces redevances payées par Kibali? Si je peux faire la moyenne, elle est autour d'$1 million à la province. Mais également les ETD. Il faut le dire, d'après des informations que nous avons reçues, il y a eu des problèmes sur la production, les quantités et tout ça. Et donc, la moyenne, elle est autour d'$1 million. Donc si Kibali n'était pas là, la situation serait pire qu'aujourd'hui. Serait pire, serait encore difficile. On n'arriverait même pas à hausser un tout petit peu la tête. Au-delà de Kibali, nous organisons du côté de la DRGRI les taxes non fiscales que nous essayons également de collecter. Et c'est l'ensemble qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler. Mais si on parle aujourd'hui très bien de notre province avec beaucoup d'espoir, c'est un tout petit peu la rigueur dans la gestion. Un peu la rigueur dans la gestion. C'est pourquoi nous travaillons dur pour que d'autres mines puissent voir le jour. Ah ben justement, pourquoi on est bloqué à Durba alors qu'il y a Farage, il y a d'autres coins? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces mines ne sont pas mises à disposition des investisseurs? Bon, il faut y travailler. Nous travaillons avec, je parlais tout à l'heure des efforts que nous faisons. Il y a Guiro Gold qui avance, qui a terminé les études et qui entre dans la phase de pouvoir délocaliser la population. Il y a SMB, je crois que le gouvernement était en train de négocier avec Gettler pour mettre fin au contrat qu'il avait eu à l'époque et tout ça. Il y avait Mokou aussi à l'époque. C'est ça, Mokou. Je parle de SMB, c'est Mokou. Donc, on peut avoir une autre mine là-bas, mais aussi du côté de Wamba. Donc, là aussi, il y a possibilité d'avoir une mine.
mines. Donc, on peut facilement avoir 3 grandes mines et peut-être 4 avec Wanga Mining. Donc, le Haut-Tuélé a des potentialités, mais il faut encore y travailler. Là, c'est pas simplement la province, mais l'État au niveau central, parce que la plupart de ces concessions avaient déjà été concédées depuis longtemps, avant même l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, c'est des secteurs où il faut travailler, il faut assainir. Il y a quand même une multinationale chez vous, Kibali, qui demande de prendre à Farage, de prendre à gauche, à droite pour développer ses capacités financières. Mais pour le moment, les choses traînent. C'est à votre niveau? Vous savez, à dire vrai, Kibali a la capacité financière et technique de développer une autre mine dans la province. Quand on regarde un peu plus loin, par rapport à ce qu'on entend également, il y a encore une catégorie de personnes dans la province qui estiment que Kibali ne fait pas mieux et que les communautés ne se retrouvent pas bien et donc il y a cette catégorie de personnes qui pensent comme ça. Il y a d'autres par contre qui disent, pas la province mais ici à Kinshasa, j'ai entendu, bon, on ne peut pas laisser à Kibali prendre tout. Il faut que la concurrence... des opérateurs sérieux aussi. Il faut des opérateurs sérieux, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Donc il y a cette catégorie de personnes. Mais il y a également d'autres qui, pour des raisons diverses, estiment qu'il faut nécessairement trouver d'autres opérateurs économiques. Et ça retarde quand même le processus. Moi, je pense qu'il y a moyen de négocier avec Kibali sur des nouvelles bases pour que le pays et même la province trouvent mieux sa part. Tel est notre souhait. Nous l'avons dit au ministre des Mines et à Kibali Seed, qui constitue une mine certifiée déjà par Kibali avec Sokumo, qui jusque-là traîne à commencer. Il y a ce qu'on appelle Mbulambula, vous dites avec Moku. Et là encore, on doit finaliser les dossiers parce que il y a quand même la possibilité de développer une mine sur place, mais il y a d'autres mines également. Nous avons discuté de la question avec le ministre des Mines, encore à Kolwezi. Je lui ai dit qu'il était nécessaire que le ministère des Mines essaye de travailler pour que la question des SMB et même des Kibali Sud puisse trouver des solutions. On voit aujourd'hui au Congo central qu'il y a autorisation de pouvoir explorer et même commencer à exploiter. On devrait vite vous donner tout ce qu'il faut pour que les activités redémarrent ou s'accélèrent là-bas. Bien sûr que c'est important et du côté des autorités, je vois que cette volonté, elle est là. Mais j'ai dit que concernant nos mines, il faut toujours le dire, il y a eu beaucoup de contrats, beaucoup de conventions qui ont été faites avant l'avènement du président Félix. Donc, quand il faut refaire les choses, il y a des préalables et ce sont ces préalables qui bloquent la République. Et quelle est la solution maintenant? Je crois que le gouvernement y travaille. Nous demandons juste qu'on accélère les processus. Il faut reprendre les titres et il faut trouver de nouveaux investisseurs qui peuvent apporter quelque chose. C'est une question qui doit être réglée au niveau central. Mais vous ne pouvez pas sortir, aller à l'étranger pour... Non, ça c'est d'abord au niveau central. Vous voyez que ça peut amener à des contentieux et le gouvernement a préféré régler de manière pacifique ces différents. Où se trouvent les grandes mines de votre province, les ressources, les mines d'or? À Wacha, vous en avez, vous parlez de Moku, on parle de Wanga Mining, on parle de Kibali Seed, ça c'est à Wacha. Mais à Farage également, mais vous allez à Wamba, vous trouvez également de l'or, à Dungu, donc c'est une province qui dispose d'un potentiel aurifère impressionnant. Par exemple, je parlais des Guiro qui commence déjà, qui a fini les études, qui est entré dans la phase de délocalisation de gens. Donc après la délocalisation, c'est l'exploitation. Donc ça peut être une deuxième mine dans les jours à venir. Mes questions, cette société a besoin d'un accompagnement. Je crois que je vais en parler au ministre des Mines pour que on accompagne cette société afin qu'elle puisse délocaliser les personnes et commencer effectivement l'exploitation. Mais on constate que les investisseurs ne se bousculent pas au portillon de votre province. Comment vous l'expliquez? Puisque toutes ces mines-là sont déjà occupées. Il n'y a pas de mine appartenant à l'État. Sokumo, quand on parle de Sokumo, on voit l'État. Je parle par exemple de Kibali Seed, il faut lever l'option.
il faut faire quelque chose. Les gens sont toujours intéressés, il faut faire quelque chose. Mais Sokimo, pourquoi elle ne fait pas, par exemple, des joint ventures avec Ce qui est étonnant, c'est-à-dire que le management de la Sokimo devons également avoir une discussion avec eux. Ils doivent pousser. Ils doivent pousser. Les managements de la Sokimo est là, ils doivent pousser. Je dis par exemple, la mine dont je parle de Kibali ici, de plus de 45 tonnes certifiées d'or. Si on va un peu plus loin, on fait un peu plus de recherches, ça peut aller au-delà de cela. Mais depuis lors, rien n'a commencé. Et pourtant, maintenant, ils gagnent. Ils ont eu la quotité qui les revient dans le cas des bénéfices, si je peux, permettez-moi d'appeler ça comme ça. Kibali a payé pas moins de 20 millions de dollars déjà. Si je ne me trompe, c'est pas moins de 20 millions de dollars. Il faut commencer quelque chose. Il faut trouver des partenaires. Il faut investir. Sinon, on laisse une mine comme ça commencer à être détruite par les artisanaux, par les coopératives congolaises et d'autres. Il faut absolument qu'ils essaient de développer une mine, même une petite mine autour de... Ça se avait produit son premier lingot d'or. Les activités tournent toujours au ralenti apparemment. Non, ça tourne au ralenti. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Je suis pas contre ce qui est fait, mais je crois les management doivent faire encore un peu plus pour remettre cette société sur les rails. Et c'est ce que nous attendons de vraiment s'ils peuvent faire quelque chose. Alors on voit dans la province du Haut-Uélé la présence de Kibali, mais on a l'impression que la situation sociale est quand même assez préoccupante. Les populations, lorsque vous allez autour de la mine, c'est la pauvreté. Oui, mais parce que tout le monde tourne autour de... Hier, 50 000, vous avez dans la Wacha d'Orba 50 000 compatriotes qui vivaient. Et aujourd'hui, on est à 700 000, les gens viennent de partout. Et tout ça, il y a moins d'opportunités. Et les gens ne font que venir parce que aujourd'hui, dans la région, le Haut-Uélé, il y a encore la paix et un peu d'opportunités. Les gens viennent de partout. Même l'entreprise est dépassée parce qu'on ne sait plus à qui donner les marchés, à qui donner quoi. On est obligé des fois de partager. Ça pose quand même un problème, d'où la nécessité, je l'ai dit l'autre fois au ministre des Mines, la nécessité de créer d'autres opportunités, de créer une mine à Mokou, de faire en sorte que cette mine devienne opérationnelle. La Sokimo devrait commencer également à Kibali ici, Guiro commencer, et si on va du côté de Wamba avec Kimia Mining et les autres, Wanga Mining devrait commencer également, et donc il y aura moyen de contenir tous ces gens et de permettre à l'État au niveau provincial de pouvoir avoir également plus de ressources pour développer la province et puis permettre à ce qu'on ait des solutions. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons compris que si nous mettons un peu plus d'accent sur les secteurs agricoles, on pourra sortir rapidement la population de la pauvreté que d'attendre qu'on ait un peu plus de mines, qu'on ait un peu plus de... Vous savez, les mines, oui, c'est vrai, on peut trouver des moyens, mais au niveau de la population rurale, au niveau de la population de base, les mines ne résout vraiment pas trop la question des pauvretés. Mais il y a la sous-traitance qui... La sous-traitance, on peut la donner à combien de personnes? Par contre, on peut ramener les populations rurales au champ. Chacun peut avoir 1 hectare, 2 hectares et 3 hectares. Chaque ménage ne manquera pas $1,000, $2,000 par an. Donc, les gens pourront acheter des motos, pourront envoyer les enfants à l'école et tout ça pendant 25 ans, 30 ans. Vous savez, les cacao, les cafés, vous les plantez comme ça, 1, 2 hectares, c'est pour 25 ans, 30 ans. Et les mines vont se terminer. Quand vous prenez Kibali, vous parle à l'horizon 2035, 2040, mais donc c'est dans 10 ans, dans 15 ans, et les choses pourront ne plus être la même chose. Et donc, ce que nous gagnons dans le secteur minier doit pouvoir tirer les autres secteurs et permettre à la population, aux plus petits, dans les milieux ruraux, c'est comme ça que j'avais salué l'arrivée du ministre Moïndo Nzangi qui nous a appuyés dans ces projets. Et nous pensons que le ministre de l'Agriculture, que nous allons voir également, puisque nous sommes à Kinshasa, devons le voir pour essayer de bousculer afin qu'on nous aide réellement. Parce que nous avons commencé, nous ne venons pas main vide. Nous montrons ce que nous avons commencé. Il faut alors qu'il y ait vraiment un appui conséquent également au niveau du gouvernement central. Est-ce qu'il y a la FEC qui est active chez vous? Oui, la FEC est active dans le Haut-Uélé, elle nous accompagne, et elle est avec nous, et surtout dans la sensibilisation, elle comprend la démarche,
et elle est d'accord avec nous que nous devons tout faire pour diversifier notre économie. Est-ce qu'il y a des PME? Est-ce qu'il y a des PME chez... Oui, il y a des PME, en tout cas bien installées à Ouacha et à Isiro, et ça bouge à Dungu. Vraiment, ça bouge de ce côté-là. Et les millionnaires, il y en a? Oui, il y en a quelques-uns. Vous savez qu'autour de la mine, là, il faut dire que Kibali a quand même donné des opportunités à certains opérateurs économiques, mais pas assez comme ça devait l'être. Il y avait possibilité, ou il y a encore possibilité de donner un peu plus d'opportunités aux entrepreneurs de la province ou installés dans la province ou de la province. Et donc, de ce côté-là, il y a encore beaucoup à faire aussi. Vous, gouvernement provincial, vous tenez grâce à Kibali, vous ne faites rien, pas de route. Kibali ne construit pas de route. Kibali ne construit pas de route. Vous savez que même Kinshasa reçoit. Kibali, on voit même non, ça c'est une route nationale, la route nationale qui va vers l'Ituri qui est maintenue par Kibali. À part ça, Kibali ne fait aucune route dans le Haut-Touélé. C'est pas sa mission. Les gouvernements centrales, les ETD, la province, nous recevons, ce sont des taxes collectées. J'ai dit que nous ne vivons pas simplement de la redevance. Nous collectons des taxes qui nous permettent, n'est-ce pas, de réhabiliter nos routes. Je vous ai dit que nous avons 7 chantiers aujourd'hui. Avec 1 million, vous prenez toutes les charges fixes de la province, vous prenez tout ce qu'il y a comme dépenses, ça fait au défi ou tout ça. Non, ça représente, c'est quelque chose, c'est beaucoup, mais ça ne représente pas grand-chose. 1 million par mois? Oui. 1 million par mois, ça fait moyenne. 12 millions par an. Oui. 12 millions par an pour construire 12 km de route. J'ai dit, non, c'est pas 12 km. Mais si vous dites, vous mettez de côté, vous avez dit que vous avez d'autres recettes. J'ai dit les taxes de Kibali. Vous avez les taxes et tout ça. J'ai dit ça c'est juste la redevance, la moyenne elle peut être de 12 millions à la construction des routes. Oui, les routes, les infrastructures et bien d'autres choses. Mais vous ne faites rien, il y a rien monsieur le gouverneur. Qui vous dit ça? Et comment on a commencé l'asphalte? Il n'y a pas d'asphalte. Comment on a commencé l'asphalte? Qui vous dit qu'il n'y a rien? On a commencé l'asphalte, les boulevards Félix-Antoine Tshisekedi. C'est depuis que les Belges sont partis en 55, nous avons laissé 1 km d'asphalte. En moins d'1 année, nous avons commencé à asphalter la ville d'Isiro. On les fait avec quoi? Et la route qu'on arrange, la route nationale 26, on les fait avec quoi? À la prison centrale, on l'a fait avec quoi? Avec la les écoles. Mais pas seulement la redevance de Kibali. La redevance, c'est les taxes payées par les opérateurs économiques, par la population. Nous ne vivons pas que de la redevance de Kibali. D'ailleurs, je vous ai dit, nous travaillons pour que dans les 3 ans, 4 ans, que ce que nous allons produire dans le secteur, par exemple, de l'agriculture, puisse dépasser cette redevance. Donc, c'est que nous collectons taxes, tout ça, redevance, tout ça, c'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui 7 chantiers. Publié qui dit clairement que le gouvernement provincial. Oui, mais il faut poser. Mais Kibali ne peut pas. Vous allez dire que le gouvernement central s'appuie sur tous les travaux qui se font ici par le gouvernement central. C'est telle société ou telle société. Lorsqu'on collecte les impôts et taxes, vous allez commencer à dire que c'est telle société qui fait le travail. Non, l'État ou la province ne peut que collecter les impôts, les redevances et je ne sais pas les taxes. Et dès qu'elle a collecté les taxes et les redevances, elle l'affecte dans les travaux selon le programme qui a été voté par l'Assemblée provinciale. Et c'est ce que nous faisons. Mais Kibali ne fait pas de route pour nous. Elle ne donne pas l'argent pour faire des routes. Non, elle ne donne pas l'argent pour faire des hôpitaux, pour construire les routes. Elle ne nous donne pas cet argent. Elle paye ses redevances et il nous appartient à nous de pouvoir mettre en musique avec tout ce qu'on a collecté ailleurs, de pouvoir entreprendre des travaux. Donc, quand je dis que nous faisons 7 chantiers des routes maintenant, c'est la province qui les fait. Je crois que j'ai invité les journalistes. Top Congo fait partie des organes de presse qui ont été invités pour voir sur place, au lieu de parler comme ça, voir faire le tour de la province, voir ce que nous faisons. C'est en moins d'1 année, c'est magnifique, c'est très encourageant et ça donne de l'espoir. Construction des routes, c'est le gouvernement central aussi qui vous appuie. En principe, le gouvernement central devrait nous appuyer. Nous comprenons les contextes et pour le moment, nous les faisons avec les moyens propres de la province. Nous avons discuté avec le ministre des Cités-Pères sur la question. Et il est d'accord que dans les jours à venir, que le gouvernement central voit comment nous appuyer, surtout pour les routes nationales, qui sont en principe des routes qui, dans la réhabilitation, doivent être prises en charge par le gouvernement central. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de le faire. Et surtout dans ces contextes où le pays est agressé, et il y a un peu plus de regard qui est mis sur la sécurité et la défense de notre pays. Nous construisons des ponts, des routes, nous asphaltions
des voiries avec nos fonds propres, cela ne relève pas de notre mandat minier, mais de notre conscience sociale. C'est ce qu'a dit Cyril Mutombo, le patron de Kibali Gold, à DRC Mining. Le pont qui s'était effondré, c'est Kibali qui a mis l'argent. Ce n'est pas Kibali. Non, ce n'est pas Kibali qui a mis l'argent. Le pont est arrivé de Kinshasa. Et ça a été payé grâce à la dotation qui est la dotation 0,3, qui est une taxe lorsqu'on prend sur les 0,3, ça ce n'est plus Kibali. Les ponts stratégiques de Bomokandi et de Kibali, c'est pas... Non, Bomokandi c'est le gouvernement central et le gouvernement provincial appuient de temps en temps avec un peu de moyens pour la réalisation de ces ponts. Les ponts Kibali, les matériels sont venus de Kinshasa et c'est la dotation qui dépend de nous, du gouvernement de la République, qui dépend du gouvernement. C'est une taxe qui est perçue, qu'on appelle 0,3 sur les chiffres d'affaires. Donc ça, c'est pas Kibali. Il est possible que dans la région, Kibali puisse faire un pont à gauche, à droite, mais il y a les cahiers des charges, il y a la partie sociale de l'entreprise. Mais il faut pas dire que Kibali a remplacé l'État. Non. Je vous ai parlé de 7 chantiers. Nous le faisons aujourd'hui, Isiro Wacha, Isiro RP 426, Isiro Wamba, Mungwa. C'est pas Kibali qui fait pour nous. Non, c'est l'État qui les fait. Mais dans ce que nous faisons, le moyen que nous avons, nous les tirons notamment dans la paix et la redevance. Vous savez, quand vous exploitez une mine, vous pouvez voir, bon, il y a un centre de santé, ils interviennent généralement dans la région de Ouacha, là où ils sont, dans les territoires de Ouacha, là où ils ont des périmètres, il arrive qu'ils interviennent sur des problèmes comme ça. Mais là, il faut reconnaître, c'est que la route qui va vers l'Ituri, ils les font généralement parce que c'est des lacs qui reçoivent tout ce qu'ils ont pour faire la production, les ciments, les carburants et tout ça. Ils font tout pour maintenir cette route qui est une route nationale. 60% des recettes de la province proviennent de Kibali Gold. Oui, je dirais parce que c'est la relevance, c'est plus ou moins 60%. Et aucun projet majeur identifiable sous votre administration. On a vu en pleine épidémie de variole simienne, l'exécutif n'a daigné débloquer que 21 500 $ américains pour la riposte, alors que vous brassez des millions de dollars dans votre administration. Attention, nous faisons la riposte en fonction de ce qui nous est demandé par le ministère de la Santé. On a débloqué un peu plus que ça. Nous faisons en fonction de ce qui nous est présenté. Pour preuve, nous avons su contenir cette épidémie. Et il faut nous juger par rapport à ce qui est fait. Ici, pour la riposte, c'est un peu plus la sensibilisation qui compte. Les mesures préventives, nous avons dit travailler un peu plus sur ça. Et la prise en charge des cas qu'il y avait. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes en train pratiquement de vaincre cette pandémie. Et tout dépend de la stratégie. Et nous travaillons avec les structures sanitaires en fonction de la situation. Nous n'allons pas non plus jeter de l'argent parce que on a parlé d'épidémie, de pandémie. Non, nous suivons à la loupe la situation. Et c'est en fonction de la situation que nous intervenons. On a dépensé un peu plus que ça. Et donc, nous veillons à ce que cette maladie ne puisse pas s'éteindre parce que c'est une maladie dangereuse et avec des conséquences néfastes. Aujourd'hui, dans le Haut-Touélé, je peux vous dire que nous avons pratiquement vaincu cette maladie grâce aux mesures préventives qui ont été prises. Votre province est potentiellement riche, on va dire même riche, mais comment expliquer cette extrême pauvreté que l'on observe quand on arrive même à Isiro, quand on arrive partout? C'est l'extrême pauvreté, ce sont des anciennes bâtisses, les routes à peine construites, quand vous dites 5-6 km à gauche, à droite. Comment vous expliquez ça? Dire que la province est extrêmement riche, c'est ce qu'on dit, le Congo est très riche. Parce qu'on peut dire qu'il y a de l'étain, il y a la manganèse ici, il y a le fer là-bas, il y a tout ça. Nous sommes un pays potentiellement riche. Mais il faut encore transformer cette richesse. Je parle des 4, 5, 6 mines ici, mais les richesses sont encore sous la terre. Il faut le transformer. C'est ça le problème. Le pont que nous avons fait aujourd'hui, que le Haut-Touélé soit classé quand même parmi les provinces, pas des catégories A, peut-être dans la catégorie B, en faisant encore une différence là-bas entre le A, B, C, D. Et donc, on peut aller même vers C. Combien au budget de l'État? Combien de pourcents à peu près? 2, 3%? Autour de 3%. Parce qu'il y a que Kibali. C'est marginal. C'est marginal quand même, 3, 4, 5%. Mais à l'époque, quand nous faisions le café et tout, nous contribuions autour de 24% au budget de l'État central. À l'époque.
C'est comme ça que j'ai dit, nous devons rapidement diversifier notre économie. Et les problèmes, c'est pas de pouvoir poser la question pourquoi la pauvreté, pourquoi, qu'est-ce que nous faisons pour mettre fin à cette pauvreté. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je vous explique. J'ai dit, aujourd'hui, avec la relance de l'agriculture, nous faisons en sorte que dans chaque entité qui est reprise des activités. Nous-mêmes, l'État nous accompagne, la province nous accompagne, le gouvernement provincial fait en sorte que dans chaque entité, il y ait 150 hectares par année, tout ça, que nous allons distribuer à la population. Nous les poussons à avoir chaque ménage dans les milieux ruraux, chaque ménage puisse avoir 1 hectare ou 2 hectares de culture pérenne. Et nous voulons donner comme ça des revenus directs à nos populations. C'est le seul moyen de sortir la population de la pauvreté. Avec les mines, il n'y a que quelques individus qui vont en profiter. Mais ici, à travers ces projets, ces vastes projets d'agriculture qui suivent la vision du président de la République, pour que nous ayons cette revanche du sol sur le sous-sol. Je vous dis que chaque ménage pourra avoir un peu de moyens qui permettent d'envoyer les enfants à l'école, qui permettent de construire une maison en tôle. Ça va stabiliser les Congolais dans les milieux ruraux. Donc c'est vraiment une réponse et ça va permettre à la province de capter un peu plus des devises qui vont rester. Et contrairement au secteur minier où vous avez 4, 5, 6 individus qui ont de l'or et qui peuvent partir avec, qui peuvent, n'est-ce pas, investir. Il y a l'artisanal aussi, l'exploitation artisanale. L'artisanal, mais quand vous regardez très bien l'artisanal, au fil des années, elle est différente. Aujourd'hui, avec la présence des Kibali, la province a beaucoup changé. S'il y en a 3-4 Kibali qui opèrent... S'il y en a 3-4, je crois que ça va encore aller plus vite parce que nous, on va essayer de pousser encore davantage pour diversifier parce que la seule solution définitive pour un bon développement reste la diversification de l'économie. Parce que notre population en majorité ne fait pas l'or. Donc il faut les remettre dans l'agriculture parce qu'elle était dans ça. Et ça, grâce à ce que nous tirons du secteur minier. Il y a également l'exploitation illégale de l'or. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. On a parlé des Chinois qui opéraient dans le coin. Ça ne manque pas. Vous avez également vos carrés miniers, vous faites exploiter des mines d'or chez vous. Vous êtes gouverneur, vous devez avoir sûrement des sites miniers là-bas. Bon, c'est pas tout le monde qui fait de l'or quand même. Moi, j'aime bien l'agriculture. Je suis plutôt intéressé par les champs de cacao. J'ai grandi moi-même. Mon père était planteur dans les cafés. Ma mère était également dans ces secteurs-là. Donc, j'ai grandi un peu plus dans ça et c'est comme ça que je mets un peu plus d'accent de ces côtés. Voilà. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Jean Bakomito, le gouverneur de la province du Haut-Uélé. Monsieur Jean Bakomito, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matonda. Sur le marché, les prix de produits de première nécessité sont répartis de la manière suivante. Un sac de riz de 25 kg coûte 64 voire 70 000 francs. Celui de la semoule du même poids varie entre 54 et 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo varie entre 2 500 et 4 000 francs, c'est selon la qualité de la semoule. Une mesurette ou écolo des chenilles coûte 22 000 francs congolais. La mesurette ou sakombi coûte 8 000 francs. Une mesurette ou écolo des frétins ou ndakala coûte 30 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte 13 voire 10 000 francs congolais. La farine de froment a augmenté légèrement. La mesurette ou écolo qui coûtait 3 500 voire 5 000 francs a été vendue cette semaine jusqu'à 7 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 500 francs congolais et la mesurette ou sakombi coûte 2 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un sac de haricots est vendu à 200 voire 260 $ américains. La mesurette ou copo varie entre 2 800 et 5 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500, 3 500 voire 4 000 francs congolais. C'est selon la qualité de maïs. Un seau de cossette de manioc coûte 22 voire 23 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet coûte 22 $. Le kilo est à 8 000 francs. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 $. Le poulet est à 13 500 francs congolais. Un carton de tripes coûte actuellement 28 $. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 75 $ et les kilos varient entre 28 et 30 000 francs. Un carton de chinchard de 20 kg coûte 190 000 francs congolais. Le kilo est à 12 000 francs.
Une mesurette ou écolo de sel coûte 2800 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 32, 33 voire 34 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Une botte des épinards coûte 3 000 francs. Celle des amarantes aussi coûte 3 000 francs congolais. Les feuilles de patates douces coûtent 1 000 francs voire 2 000 francs congolais la botte. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs congolais. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Une chikwang bateke est vendue à 1 000, 1 500 voire 2 000 francs. Une orange varie entre 500 et 2 000 francs congolais. Une mandarine coûte 500, 1 000 francs, 1 500 ou 2 000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci Bermaton, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, monsieur le gouverneur, quelques questions rapides avant de nous séparer. La sécurité chez vous, vers le Grand Nord, vers Ango, on parle des Bororo, on parle parfois des rebelles de la Séléka. Vous gérez comment la sécurité dans le Grand Nord de votre province? Nous travaillons avec les autorités de Kinshasa. Nous avons reçu les chefs d'état-major général adjoint des FARDC, le général Chaligonza. Dernièrement, le commandant de la 3e zone de défense, que ce soit du côté de Kisangani, que ce soit du côté du Bazouélé, la question est prise au sérieux. Pour les Bororo, le ministère de la Défense a ordonné leur cantonnement. À notre niveau, nous essayons de voir avec les forces de défense et de sécurité qui sont sur place, qui essayent de pouvoir maintenir la paix. Conférence des gouverneurs là-bas, qu'est-ce que votre province a gagné? Ces échanges à travers les panels, les commissions nous ont permis de pouvoir comprendre un peu la situation qui se passe sur l'ensemble de notre pays. Avec les collègues des autres provinces, nous avons beaucoup échangé, mais ce qui a été très particulier, c'est que dans le domaine de la santé, nous avions noté la volonté du président de la République de permettre à tout Congolais de pouvoir accéder désormais aux soins sans discrimination, comme accent particulier la lutte désormais contre le VIH pédiatrique. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui dans le Haut-Touélé, vous avez un taux de prévalence en VIH de 7%. C'est le taux le plus élevé de la République. Et au cours de cette conférence, nous avions pu avoir la possibilité d'échanger avec certains responsables, notamment dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, le responsable des PNMLS et d'autres partenaires pour qu'ensemble nous voyons comment essayer de lutter contre cette pandémie qui ravage pratiquement notre population. Nous allons mettre un plan pour voir comment contenir cette maladie et éliminer tout ça. Une des solutions, c'est que dans notre budget ou dans le budget des provinces, prochainement, 15% sera réservé au secteur de la santé. C'est combien le budget de la province? Les prévisions, n'eût été les contextes actuels des guerres et l'écroulement de ponts, nous avions pensé aller autour de 190 millions de dollars à mobiliser. Mais nous sommes en train de travailler sur le budget rectificatif. On était habitué à vous voir au Sénat, président de la commission PAJ. C'est pas trop de charge que d'être gouverneur? Pour dire vrai que c'est quand même beaucoup de charges, c'est un peu plus difficile que d'être président de la commission PAJ. Là, on est vraiment à la manœuvre. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des challenges avec l'appui surtout de nos élus, mais également de la population qui est bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Et je rappelle que notre invité c'était M. Jabba Komito, gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi économique. Merci beaucoup. Toutes les salutations aux auditeurs. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi économique avec Eric Ambago. À très bientôt.